Taira Masakado est souvent considéré comme le premier véritable samouraï du Japon en raison de son leadership à la tête d'un groupe autonome et de sa rébellion contre le gouvernement central à Kyoto. Pendant la période Heian, il a défié l'ordre établi et a constitué sa propre base de pouvoir, donnant un véritable but au noble guerrier, qui deviendra plus tard connu sous le nom de samouraï, né dans une famille aristocratique distinguée. Pourtant, son héritage ne serait pas celui d'un service discret. Avec une rapidité et une stratégie remarquables, Masakado s'empara de plusieurs provinces, chassa les fonctionnaires locaux et prit possession des sceaux et des clés impériaux, symbole de l'autorité. Selon le Shomonki, une chronique anonyme rédigée peu après sa mort, sa défiance audacieuse ébranla les fondements du pouvoir centralisé. Un oracle divin de Hachiman, le dieu du tir à l'arc et de la guerre, proclama Masakado empereur du Japon. Ce message fut transmis par une chamane, et Masakado, enhardi par cette approbation divine, prit le titre de Shino, signifiant le nouvel empereur, bien qu'il y eut déjà un empereur en place. Les légendes racontent une rencontre mystique au cours de laquelle une déesse locale baigna Masakado d'une lumière éclatante, le rendant presque invincible. À l'exception d'une seule zone ombragée sur son corps, semblable au mythe du talon d'Achille lors de la guerre qui suivit sa proclamation impériale, on raconte qu'il fut trahi par une amante et qu'une flèche atteignant l'unique endroit vulnérable de son corps mit fin à sa vie. Sa tête tranchée fut emmenée à Kyoto et exposée sur le marché de l'Est comme avertissement aux futurs rebelles. L'empereur interdit des funérailles ou une cérémonie appropriée, laissant l'esprit de Masakado errer sur terre, sans repos et sans rédemption. Ainsi, il devint l'un des 3 grands Onryo du Japon, des esprits vengeurs censés semer le chaos dans le monde des vivants en représailles aux injustices qu'ils ont subies. Au fil des siècles, l'héritage de Masakado a évolué. Beaucoup en sont venus à le vénérer comme un dieu ou un demi-dieu, admirant son courage d'avoir défié le pouvoir impérial. Comme le Japon de l'époque était sans loi et terrifiant, certains considéraient la rébellion de Masakado comme positive et comme une renaissance pour une terre gangrenée par la corruption où les gens de basse naissance souffraient. Des sanctuaires ont été érigés en son honneur et des offrandes étaient faites pour apaiser sa colère. Des histoires persistent sur l'apparition de son fantôme à travers les âges, apportant malheur, épidémies, tremblements de terre et autres calamités chaque fois que sa mémoire était déshonorée. Pourtant, paradoxalement, il est aussi considéré comme une divinité protectrice, un porteur de prospérité pour ceux qui le vénèrent sincèrement. Encore aujourd'hui, les gens visitent toujours son sanctuaire à Tokyo, laissant des prières et des offrandes dans l'espoir de gagner sa faveur, ou au moins d'éviter sa colère. Voici la légende de Taira Masakado, le rebelle divin, le premier samouraï et l'esprit vengeur qui détient peut-être encore du pouvoir dans le royaume spirituel du Japon. Voici son histoire à l'époque de Masakado. L'élite aristocratique, ces courtisans privilégiés qui gouvernaient autrefois avec diligence les affaires de l'État, étaient devenus indifférents aux problèmes chroniques qui tourmentèrent le royaume. L'anarchie, la mauvaise gouvernance et le mécontentement croissant du peuple se répandaient sans contrôle, aussi bien dans la capitale que dans les provinces lointaines. De nombreux gouverneurs nommés par la cour n'étaient guère plus que des opportunistes égoïstes, des hors-la-loi en habits nobles qui recherchaient leur profit personnel au détriment de la justice et de l'ordre. Des bandes de brigands opéraient en toute impunité, souvent en collusion avec des fonctionnaires corrompus, interceptant les cargaisons de riz destinées à la capitale comme impôt. Le peuple souffrait énormément. Les paysans étaient réduits à la misère, piégés dans une vie de difficulté sans aucun espoir d'amélioration. Le Japon à l'époque de Masakado était loin d'être un état unifié et harmonieux. C'était plutôt une mosaïque fragmentée de clans rivaux maintenus tant bien que mal ensemble. Sous l'autorité nominale de la cour impériale, bien que l'empereur fût censé commander la loyauté absolue de tous, le véritable pouvoir avait commencé à lui échapper. La nation était officiellement divisée en 66 provinces, chacune placée sous la juridiction
de gouverneurs nommés par le trône. Pourtant, à cette époque, bien que la structure du pouvoir impérial soit restée intacte, la substance de cette autorité s'était estompée. Le clan Fujiwara, une famille aristocratique influente, prit effectivement le contrôle de la cour en gouvernant à travers de jeunes empereurs, placés sur le trône davantage comme des figures cérémonielles que comme des souverains. Ces empereurs étaient souvent les fils des filles Fujiwara, et même lorsqu'ils atteignaient l'âge adulte, le véritable pouvoir restait entre les mains des régents Fujiwara. Ainsi, le prestige de l'empereur diminua et avec lui la légitimité du pouvoir centralisé. Le déclin de l'autorité impériale marqua le début de l'effondrement de l'état bureaucratique du Japon. La dissolution de l'armée nationale de conscription à la fin du 8e siècle, remplacée par un recrutement local de guerriers, symbolisa ce déclin. Ce changement transféra la responsabilité du maintien de l'ordre aux fils des seigneurs provinciaux, accélérant la militarisation des campagnes. Au fil du temps, ces familles provinciales, autrefois simples propriétaires terriens et administrateurs civils, en vinrent à exercer un véritable pouvoir grâce à leurs armées privées. Elles formèrent une nouvelle aristocratie guerrière, exerçant une indépendance de facto. Alors que la cour impériale devenait de plus en plus insignifiante, c'est de cette nouvelle classe de chefs militaires que des hommes comme Masakado allaient émerger. Des hommes qui n'attendraient plus les ordres de l'empereur, mais agiraient selon leur propre sens de la justice, de la force et de l'ambition. Masakado retraçait sa lignée jusqu'à l'empereur Kanmu, le 50e empereur du Japon, dont le règne marqua l'apogée du pouvoir impérial. Masakado descendait de l'empereur par l'intermédiaire de son arrière-petit-fils, le prince Takamochi. En l'an 889, Takamochi reçut le nom de famille Taida, fondant ainsi l'une des lignées les plus distinguées du clan Taida. Une famille qui allait façonner l'histoire du Japon. À cette époque, il était courant de réduire les descendants impériaux au rang de sujets et de les envoyer dans des provinces lointaines, où ils fondaient de nouvelles maisons aristocratiques. Cette politique, fermement en place durant la vie de Takamochi, servait à la fois à apaiser les tensions à la cour et à étendre l'influence de l'empereur à travers le royaume. Le fils de Takamochi, Yoshimasa, était commandant en chef du quartier général de la défense du Nord à Mutsu, et il avait 8 fils. Le troisième parmi eux était Masakado. On sait peu de choses sur la jeunesse de Masakado, car les documents écrits les sont rares. La plupart des sources l'identifient comme un commandant militaire de profession, et on pense qu'il est né vers l'an 900. Dès ses premières actions, il est clair que Masakado n'était pas seulement un guerrier, mais aussi un chef avec un petit groupe fidèle de partisans. Ces hommes, probablement des paysans et des vassaux, travaillaient de la terre en temps de paix et servaient de force de combat principale en temps de conflit. À la fin de son adolescence, Masakado aurait voyagé jusqu'à la capitale à la recherche d'opportunités et de services. Là-bas, il entra dans la maison de Fujiwara no Tadaira, un puissant noble de cour et homme d'État. Pendant cette période, alors que l'empereur détenait encore une autorité symbolique, le véritable pouvoir était entre les mains du clan Fujiwara, une dynastie aristocratique qui s'était alliée par mariage à la lignée impériale. Selon certains récits, Masakado aurait servi comme garde impériale ou au sein du bureau du chambellan, chargé de protéger le palais et son empereur. Cela ne serait pas surprenant, étant donné la lignée noble de Masakado et sa réputation en arts martiaux. En l'an 931, Masakado quitta la capitale et retourna dans sa province natale de Shimosa. Selon le Jino Shotoki, une chronique compilée entre 1339 et 1343, il serait parti le cœur lourd, peut-être parce qu'il n'avait pas réussi à obtenir un poste au sein du quartier général de la police impériale. Cependant, cela reste peut-être spéculatif. Une raison plus probable était la mort de son père, qui nécessitait sa présence pour régler les affaires concernant le domaine familial. C'est à son retour dans les provinces que la légende de Masakado, telle qu'elle est racontée dans le Shomonoki, commence véritablement. Le conflit fatal de Taira no Masakado avec son oncle, Taira no Yoshikane, commença à propos de ce qui semblait être une querelle insignifiante impliquant une femme.
Certaines traditions populaires suggèrent que la querelle aurait pu porter sur une fille de Minamoto no Mamoru, un noble de descendance impériale. Cependant, sous la surface, des tensions plus profondes couvaient, notamment au sujet des terres. Les oncles de Masakado s'étaient emparés des domaines familiaux qui lui revenaient de droit. Taira no Kunika, en tant qu'aîné et chef du clan, semblait avoir absorbé l'héritage de son jeune frère, le père de Masakado, dans son propre domaine. Cette querelle familiale, qui couvait depuis longtemps, éclata bientôt en une guerre ouverte. En l'an 935, Masakado fut pris en embuscade par les 3 fils de Minamoto no Mamoru, Tasuku, Takashi et leurs frères, qui, par mariage, étaient alliés aux oncles de Masakado. Pris au piège entre la retraite et la résistance, Masakado choisit de tenir bon et de se battre. Au début de la bataille, un vent favorable porta ses flèches. C'est vrai, même si les fils de Mamoru se sont battus courageusement, ils ont été vaincus de façon décisive. Tous les 3 périrent aux côtés de nombreux de leurs guerriers. Seuls quelques-uns ont survécu pour fuir et raconter l'histoire. Dans la foulée, la fureur de Masakado fut déchaînée. Il a ravagé les villages de Nomoto, Shida, Ogyushi et Motoki, incendiant aussi bien les demeures nobles que les maisons des paysans. Ceux qui cherchaient refuge à l'intérieur furent brûlés vifs. D'autres furent abattus par des flèches alors qu'ils tentèrent de fuir. D'immenses greniers de riz destinés à nourrir des générations furent perdus dans les flammes. Plus de 500 maisons liées au clan Minamoto furent consumées, leurs habitants tués. Le feu rugissait comme le tonnerre, sa fumée assombrissant le ciel. La dévastation plongea aussi bien les officiels que le peuple dans le deuil. L'un des oncles de Masakado, Kunika, fut également consumé par les flammes, loin dans la capitale. Le fonctionnaire de la cour, Tairano Sadamori, le fils de Kunika, reçut la nouvelle. Son père était mort et sa maison ancestrale réduite en cendres. Profondément attristé, il quitta la cour et retourna à la campagne, espérant ramener la paix dans la région. Il envoya une lettre à Masakado exprimant son désir de réconciliation et d'harmonie, mais alors même que Sadamori recherchait la paix, la vengeance grondait. Ailleurs, l'oncle de Masakado, Taira no Yoshimasa, un autre fils du prince Takamochi, préparait sa riposte. Il était aussi lié au Minamoto, pas de Mamoru par alliance, et la douleur de Mamoru face à la perte de ses fils brûlait comme un feu. Yoshimasa, poussé par ce chagrin, renonça à la parenté et résolut de détruire son neveu. Voyant son ardeur, Mamoru sourit d'un air sombre. Yoshimasa arma ses hommes et partit en guerre. En apprenant leur avancée, Masakado se rendit rapidement à la province de Hitachi à cheval. Lorsqu'il arriva, Yoshimasa s'écria. Un défi audacieux fut lancé et la bataille commença. L'affrontement fut féroce, mais une fois de plus, Masakado triompha. Plus de 60 des guerriers de Yoshimasa furent abattus par des flèches et beaucoup prirent à la fuite dans la confusion. La nouvelle de la déroute de Yoshimasa se répandit rapidement et la légende de Masakado grandit. Yoshimasa, humilié, devint encore plus déterminé. Il envoya une lettre passionnée à son frère aîné, Yoshikane, le suppliant de lui envoyer des renforts. Le tonnerre gronde avec le vent et la pluie. Je vous supplie de me prêter votre force pour arrêter Masakado. Une fois qu'il sera vaincu, la paix reviendra sur notre terre tourmentée. Yoshikane accepta, leurs forces étant désormais unies. Les frères croisèrent bientôt la route de Sadamori. Yoshikane le réprimanda sévèrement. J'ai entendu dire que tu es devenu proche de Masakado. Indigne d'un guerrier dont la famille est morte et dont les trésors ont été pillés, rejoins-nous et restaure l'honneur. Touché par leurs paroles, Sadamori rejoignit leur cause. Cette grande armée, désormais composée de 3 membres éminents du clan Taida, allait bientôt s'approcher de la position de Masakado. Masakado, apprenant leur approche, constata que ses propres hommes étaient épuisés et en infériorité numérique. Mais alors que les soldats de Yoshikane formaient un mur de boucliers pour porter le coup final, Masakado frappa le premier. Il lança une contre-attaque soudaine et plus de 80 cavaliers ennemis tombèrent. Les troupes de Yoshikane, paniquées, prirent la fuite, poursuivies sans relâche, jusqu'à ce qu'elles se réfugient dans les bureaux provinciaux, malgré une grande hostilité. Masakado, lié par le sang, épargna la vie de son oncle.
Yoshikan. Le même jour, il déclara la trahison de son oncle dans des documents officiels envoyés aux provinces voisines. Puis, rentrant chez lui, il goûta à un bref moment de paix. Mais cette paix fut de courte durée. En réponse aux accusations portées par Minamoto no Mamoru, le Conseil d'État convoqua Masakado dans la capitale. Tuer un fonctionnaire était un crime passible de la peine capitale. Craignant pour sa vie, Masakado se rendit rapidement à la cour. Là-bas, bien qu'il ne connaisse pas la loi, Masakado se défendit avec éloquence et avec une faveur divine apparente. L'empereur, touché par sa sincérité, jugea ses crimes mineurs. Masakado fut brièvement interrogé et reçut une grâce totale. Sa réputation de guerrier monta en flèche, et il retourna dans la province de Shimoza avec honneur. À peine s'était-il installé que Yoshikane, toujours plein de ressentiment, lança une nouvelle attaque. Ses troupes, bien armées et nombreuses, avancèrent jusqu'au gué de Kogai, près de la frontière. On disait que les dieux s'étaient retournés contre Masakado ce jour-là. Ses troupes, mal préparées, rompirent les rangs et prirent la fuite. Yoshikan, saisissant l'occasion, incendia villages et terres agricoles, ne laissant que destruction derrière lui. Honteux de sa défaite, Masakado se cacha, mais il revint bientôt, reconstituant son armée. La querelle familiale entre les membres les plus âgés du clan Taira se transforma en un cycle de vengeance. On dit que ni la fatigue ni les éléments ne pouvaient apaiser la haine entre Masakado et ses oncles. Néanmoins, la légende de Masakado grandissait à chaque bataille. Pour certains, il ne semblait plus tout à fait mortel. Un guerrier que la peur n'atteignait pas. Peut-être même la mort elle-même. Favorisé par les dieux, il traversait la guerre comme un homme choisi par le destin. Sadamori dénonça Masakado comme un homme maléfique et le condamna publiquement. Furieux de cette calomnie, Masakado partit avec à peine une centaine d'hommes pour l'affronter. Ils se sont affrontés, mais aucun des deux camps n'a pris le dessus. Sadamori adressa alors des plaintes officielles au Conseil d'État, ce qui entraîna une nouvelle convocation impériale. Il porta lui-même l'édit, mais Masakado, désormais défiant, refusa d'obéir peu après la mort de son oncle, Yoshikan, probablement de cause naturelle. Son ennemi de longue date avait disparu, et les provinces épuisées par la guerre poussèrent un soupir de soulagement. En l'an 938, Masakado se rendit dans la province de Musashi pour arbitrer un différend entre le respecté magistrat de district Musashi no Tagashiba et le gouverneur provincial Okiyo no Okimi, largement considéré comme impitoyable et corrompu. Cependant, les négociations échouèrent lorsque les soldats de Tagashiba attaquèrent l'allié d'Okiyo, Minamoto no Tusenomoto, qui était le vice-gouverneur de la province de Musashi, soupçonnant un complot impliquant Takashiba, Okimi et Masakado. Pour le renverser, Tosenamoto s'enfuit de la capitale et répandit de fausses accusations. En réponse, le régent, Fujiwara no Tadaira, ordonna à Masakado de répondre à ces accusations. Masakado présenta des preuves claires de ses intentions honorables, gagnant la faveur des fonctionnaires à travers le pays et s'assurant une réputation d'intégrité et de respect. En l'an 939, Masakado accueillit dans son entourage un personnage douteux, Fujiwara no Haruaki, un riche cultivateur de Hitachi recherché pour de multiples crimes. Malgré les exigences des autorités, Masakado cacha Haruaki et le protégea comme son fidèle partisan. Convaincu par Haruaki, Masakado marcha sur Hitachi au 11e mois de l'année 939 avec une grande armée. À son arrivée aux bureaux provinciaux, il présenta une pétition écrite exigeant que Haruaki soit autorisé à résider à Hitachi sans être arrêté. Les fonctionnaires refusèrent et choisirent de se battre. La bataille qui s'ensuivit fut féroce et les 3000 soldats du gouvernement furent tous tués, bien qu'il ne commandât qu'1 millier d'hommes. Masakado encercla les bureaux et boucla toutes les issues. Le vice-gouverneur Koreshika, face à la défaite, se rendit et accepta les conditions de Masakado. Suite à la victoire, Masakado distribua généreusement des rouleaux de soie précieuse et des trésors rares parmi le peuple, les dispersant aussi librement que les nuages dans le ciel.
Il prit ensuite le contrôle de l'administration provinciale, consolidant ainsi son pouvoir. Un jour, le gouverneur provincial, le prince Sokyo, approcha Masakado en secret avec une proposition prudente. Après réflexion, il déclara que conquérir ne serait-ce qu'une seule province attirerait sûrement une condamnation sévère de la cour. Il serait peut-être plus sage de chercher à contrôler toutes les provinces du Bando et d'attendre de voir comment les événements se déroulent, répondit Masakado avec une confiance tranquille. C'est précisément mon intention. Je commencerai par les 8 provinces du Bando et, avec le temps, je revendiquerai la capitale impériale elle-même. D'abord, je dois m'emparer des sceaux officiels et des clés de chaque administration dans toutes ces provinces. Chasser les gouverneurs et les renvoyer à la capitale. Quand cela sera fait, les 8 provinces seront fermement sous mon contrôle et le peuple se tiendra à mes côtés. Après cet échange décisif, Masakado reprit la route, à la tête de plusieurs milliers d'hommes, alors qu'il pénétrait dans la province de Shimosuke. Cependant, il avait désormais une nouvelle ambition, il voulait devenir empereur. Fujiwara no Kiminasa, le nouveau gouverneur nommé, s'agenouilla devant Masakado et lui présenta respectueusement les sceaux et les clés de la fonction. Au milieu du bouleversement qui s'ensuivit, tous les bâtiments gouvernementaux et les terrains environnants tombèrent sous le contrôle de Masakado. Le gouverneur fut renvoyé à la capitale, contraint par la main de Masakado. Ensuite, Masakado entra dans la province de Kozuke. Fujiwara no Izanori no Ason, le vice-gouverneur de Kozuke, remit également ses sceaux et ses clés et fut rapidement envoyé à la capitale. Masakado posta des gardes aux 4 portes et organisa une cérémonie solennelle pour nommer de nouveaux fonctionnaires provinciaux. Au cours de la cérémonie, une chamane apparut et proclama « Je suis la messagère du grand bodhisattva Hachiman. J'accorde par la présente à mon fils Masakado le titre d'empereur. » Masakado leva le certificat de rang bien haut au-dessus de sa tête. Les gardes à chaque porte se levèrent, acclamant, tandis que des milliers de soldats se prosternèrent à l'unisson devant leur nouveau souverain. Les principaux ministres de Masakado, le prince Okio et Fujiwara no Urumochi, lui conférèrent officiellement le titre de nouvel empereur. En réponse à ce moment décisif, Masakado rédigea une lettre qu'il adressa à Fujiwara no Tadahira, le chancelier et régent de la cour impériale, afin d'expliquer ses actes et de plaider pour sa compréhension. Elle disait ceci. « Cela fait de nombreuses années que je n'ai pas eu l'honneur de recevoir vos conseils. J'ai longtemps souhaité vous revoir, mais les événements que je dois maintenant raconter sont si inattendus que je ne sais guère par où commencer. Je ne peux qu'espérer que votre Excellence m'accordera la grâce de votre patience et de votre compréhension. Il y a quelque temps, j'ai été convoqué dans la capitale à propos d'une accusation portée contre moi par Minamoto no Mamoru. Pris d'une grande peur, je me suis empressé de me présenter. Mais en me présentant, on m'a informé que j'avais été gracié et on m'a renvoyé à Shimosa sans délai. Pensant que l'affaire était réglée, je suis retourné dans mon village et j'ai mis de côté les préoccupations militaires, relâchant la corde de mon arc et menant une vie paisible. Cependant, la paix ne dura pas. Teida no Yoshikane, l'ancien vice-gouverneur de Shimosa, leva une armée de 7000 hommes et marcha contre moi. Je ne pouvais pas simplement fuir, j'ai été forcé de me défendre lors des combats. Beaucoup de mes hommes ont été tués, ma famille a été faite prisonnière et mes biens ont été saisis. Le gouvernement de Shimosa a soumis un rapport complet à ce sujet au Conseil d'État. En réponse, la cour a émis des ordres pour aider à capturer Yoshikane et ses alliés et l'affaire semblait résolue. Pourtant, peu de temps après, j'ai reçu une nouvelle convocation pour la capitale. Troublé par ce nouvel ordre, j'ai plutôt envoyé une explication détaillée de ma situation à Anaho no Tumayuki, le porteur de l'ordre. Pourtant, je n'ai reçu aucune nouvelle de la cour alors que je restais anxieux dans l'attente. Tairano Sadamori est arrivé à Itachi pendant l'été, portant encore une autre convocation impériale. Les fonctionnaires provinciaux m'ont transmis à plusieurs reprises cet ordre. Ensuite, Sadamori, évitant la poursuite, s'est enfui secrètement vers la capitale.
Malgré sa fuite, les autorités n'ont pas enquêté sur lui et ont au contraire approuvé ses accusations, publiant un nouvel édit contre moi. C'est possible? Voilà la justice. Minamoto no Tsukemoto, contrôleur de droite de 5e rang, m'a transmis votre volonté. Selon le rapport du vice-gouverneur à Senamoto de Musashi, il a été décidé de convoquer de nouveau Masakado en attendant cet envoyé. La situation à Itachi s'est aggravée. Tanemori, fils du vice-gouverneur Fujiwara no Koreshika, a abusé de sa position pour calomnier d'autres personnes et semer le trouble au nom de l'un de mes partisans, Fujiwara no Furuaki. Je me suis rendu à Itachi pour chercher une solution, mais Tanemori, en alliance secrète avec Sadamori, a mené 3000 soldats lors d'un raid contre l'arsenal provincial. Ils se sont emparés des armes et m'ont défié au combat. En réponse, j'ai mené mes hommes au combat et je les ai vaincus. Après cela, beaucoup ont péri. Ceux qui restaient ont été faits prisonniers. Le vice-gouverneur Koreshika a ensuite soumis une confession écrite acceptant la responsabilité de la mauvaise conduite de son fils. Ainsi, j'en suis venu, sans le vouloir, à prendre le contrôle de la province de Itachi en réalisant la gravité de cet acte. Je savais que conquérir ne serait-ce qu'une seule province était un crime équivalent à en saisir 100. Alors, j'ai décidé de prendre les autres provinces du Bando. En attendant la décision de la cour, avec tout le respect que je vous dois, je dois parler de ma lignée. Je suis sans aucun doute un descendant de 5e génération de l'empereur Kamnu. Si je devais posséder la moitié du royaume, cela ne serait-il pas l'accomplissement de ce que le destin me doit? Les chroniques racontent que beaucoup, dans les âges passés, se sont élevés au pouvoir par la force des armes. Moi aussi, j'ai été béni par le ciel avec des talents martiaux. Qui, parmi mes contemporains, peut m'égaler? Et pourtant, au lieu de reconnaître mes services ou mon mérite, la cour m'a condamné. Quand je repense à mon passé, je vois peu de choses dont je puisse être fier. L'honneur que j'avais autrefois a disparu depuis longtemps. Je vous prie, votre excellence, de considérer ma requête avec bienveillance. Cela fait des décennies que j'ai servi sous vos ordres pour la première fois. Dans ma jeunesse, jamais je n'aurais pu imaginer que de tels événements se produiraient pendant votre régence. Mon regret est immense. Je n'ai pas de mots pour l'exprimer. Bien que j'ai effectivement envisagé de renverser l'ordre établi. Je n'ai jamais oublié votre excellence, mon ancien maître. Si vous pouviez me montrer ne serait-ce qu'un peu de compréhension, cela allégerait le fardeau dans mon cœur. C'est mon unique souhait qui résonne dans chacun des mots que j'ai écrits ci-dessus. Avec le plus profond respect, Masakado entreprit une tournée cérémonielle de son domaine revendiqué, s'étendant jusqu'aux provinces de Musashi et de Sagami. Au total, il conquit 8 provinces. Puis, dans un geste audacieux et sans précédent, il publia une proclamation affirmant qu'il avait le droit divin de revendiquer le trône impérial. La nouvelle provoqua une onde de choc dans toute la capitale. La panique s'empara de la cour. L'empereur légitime, ébranlé par l'audace de cette rébellion, se tourna vers l'intervention divine. Les noms des traîtres furent brûlés dans un feu sur des autels consacrés, et des effigies des rebelles furent suspendues sous des aubépines et des érables, anciens symboles de protection contre le mal. Pendant ce temps, Masakado rassembla une armée de 5000 hommes et marcha vers Hitachi à la recherche de son rival de longue date, Taira no Sadamori. Les jours passèrent, mais il n'y avait aucun signe de l'ennemi, aucune bataille en vue. Masakado renvoya les troupes qu'il avait convoquées des différents coins de la région de Bando, les renvoyant chez eux. À présent, moins d'1 millier de guerriers restent à ses côtés. La nouvelle du nombre réduit de troupes de Masakado parvint rapidement à Sadamori sans délai. Il s'allia à Fujiwara no Hidesato et ensemble, ils levèrent une armée de plus de 4000 hommes. L'affrontement final était imminent le jour de la bataille. Le nouvel empereur Masakado mena la charge. Il poussa un cri de guerre tonitruant, brandit son épée et se lança dans la mêlée à la tête de ses hommes. Pourtant, dans le chaos du combat, le destin se retourna contre lui. On raconte qu'une flèche perdue, guidée par la main des dieux, l'abattit sur la ligne de front. Là, l'empereur rebelle tomba, trahi par les dieux.
selon la légende, Hidesato, un aristocrate et seigneur japonais, rejoignit la cause de Masakado, bien qu'il n'ait jamais eu beaucoup d'affection pour cet homme et qu'il en vint rapidement à regretter sa décision. Masakado n'était pas un guerrier ordinaire. On disait qu'il mesurait plus de 2 mètres, que son corps semblait forgé dans le fer et que son œil gauche possédait 2 pupilles. Encore plus troublant. Il chevauchait au combat, flanqué de 6 guerriers qui étaient ses doubles exacts, bien que ces guerriers fussent plus des ombres que des humains, rendant impossible de savoir lequel d'entre eux était le véritable Masakado. Bien qu'impressionné et peut-être troublé par la présence redoutable de Masakado, Hidesato se retrouva finalement captivé par l'une des concubines de Masakado. Alors qu'il était à sa cour, elle lui confia un secret. La seule vulnérabilité de Masakado se trouvait juste sous son oreille, et seule sa véritable forme projetterait une ombre. Armé de cette connaissance, Hidesato saisit sa chance et le trahit. Il visa le point faible caché et atteignit sa cible avec précision. Lorsque le véritable Masakado tomba, les 6 guerriers fantomatiques disparurent comme la brume, révélant enfin l'homme derrière la légende. Sa tête fut tranchée et envoyée à la capitale comme un sinistre trophée. Ses généraux et officiers loyaux furent capturés et exécutés. La rébellion elle-même avait été écrasée. Le Shomonki se termine sur une note finale obsédante, un message de l'esprit même de Masakado, parlant depuis les profondeurs de l'enfer. Là, il décrit les tourments qu'il endure pour les péchés qu'il a commis dans le monde des vivants. Un empereur dans la défiance, une âme désormais liée à la souffrance. Selon la légende, la tête tranchée de Tairano Masakado refusait de se décomposer. Elle avait été exposée pendant des mois au marché de l'Est de Kyoto, et pourtant elle restait aussi vivante que le jour où elle avait été séparée de ses épaules. La chair restait intacte. Les yeux brillaient d'une intensité surnaturelle et la bouche se tordait en une grimace terrifiante, comme figée dans la fureur. Et puis, l'impossible se produisit. Une nuit, la tête se mit à briller d'une lueur fantomatique. Lentement, elle s'éleva dans les airs, montant brillant avant de soudain traverser le ciel. Filant comme une étoile filante. Au-dessus des terres du Japon, elle s'éleva vers l'est, retournant vers Shimoza, la province que Masakado appelait autrefois chez lui. Mais même un esprit doit se reposer. Épuisé par son long voyage, la tête descendit et vint se reposer dans un petit village de pêcheurs, un endroit qui, des siècles plus tard, deviendrait la grande ville d'Edo, aujourd'hui connue sous le nom de Tokyo. Les villageois, étonnés mais respectueux, nettoyèrent la tête et lui offrirent une sépulture digne. Au-dessus de la tombe, ils construisirent un sanctuaire et le nommèrent Kubizuka, le mont de la tête. Pour le peuple, Masakado n'était pas un traître, mais un héros. Un noble guerrier qui osa s'opposer à une noblesse corrompue et indifférente. Il l'adorait comme un protecteur et un symbole de justice. Pourtant, malgré les offrandes et le sanctuaire, son esprit demeurait tourmenté. Des années après l'enterrement, une silhouette fantomatique vêtue d'une armure de samouraï fut aperçue errant près du tertre. Les habitants murmuraient que l'âme de Masakado errait toujours, liée au monde des vivants par la rage et la trahison. Au début des années 1300, une peste dévastatrice a ravagé Edo, emportant d'innombrables vies. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait de la colère de Masakado, toujours inassouvie. Pour apaiser sa fureur, son esprit fut de nouveau consacré, cette fois dans le grand et prestigieux sanctuaire de Kanda. Là, il fut élevé au rang de divinité et devint l'un des dieux gardiens honorés de la ville. Pendant un temps, sa vengeance fut apaisée, mais la paix ne dura pas. En 1874, sous le règne de l'empereur Meiji, l'empereur visita le sanctuaire Kanda. Le statut divin de Masakado était considéré comme une honte, un ennemi de la famille impériale et un usurpateur honoré aux côtés des dieux. Son titre fut révoqué et son esprit relégué dans un petit sanctuaire secondaire à la périphérie de la ville. Des années plus tard, la catastrophe survint. En 1923, le grand tremblement de terre du Kanto réduisit une grande partie de Tokyo en ruine. Parmi les murmures dans les décombres,
un nom familier revenait, Masakado. Beaucoup pensaient que l'esprit du samouraï trahi s'était de nouveau levé, animé par la colère. Et lorsque le ministère des Finances a construit son siège sur son lieu de sépulture, d'étranges malheurs ont commencé à se produire. Les employés ont signalé des maladies étranges et des accidents mystérieux. En seulement 5 ans, 14 fonctionnaires sont morts, y compris le ministre des Finances lui-même. Était-ce une coïncidence peut-être? Mais le gouvernement n'a pris aucun risque. Le bâtiment a été démoli, le site funéraire restauré, et un rituel solennel a été accompli pour apaiser l'âme vengeresse de Masakado. Après la Seconde Guerre mondiale, les forces américaines auraient tenté de recouvrir le site pour y construire un parking. Selon l'histoire, un bulldozer a subi une panne fatale, tuant son opérateur. Les plans ont été immédiatement abandonnés au cours du XXe siècle. Presque chaque malheur inexpliqué dans ce quartier de Tokyo était attribué à l'esprit tourmenté de Masakado. Et certains croyaient que le destin de toute la ville était lié à son humeur. En 1984, après des décennies de pression publique, le guerrier rebelle fut rétabli en tant que divinité. Ainsi, la légende de Taira no Masakado perdure non seulement en tant que guerrier, non seulement en tant que fantôme, mais aussi en tant que dieu, à la fois craint et vénéré. Au cœur du Tokyo moderne, où les tours de verre transpercent le ciel et où les trains à grande vitesse bourdonnent en sous la terre, on dit que son esprit demeure, observant, peut-être même maintenant, écoutant. Masakado est souvent considéré comme le premier véritable samouraï du Japon, un titre né non seulement de sa maîtrise martiale, mais aussi de son audacieuse défiance. Pendant la période Heian, Masakado a dirigé une force autonome en rébellion ouverte contre la cour impériale de Kyoto, rompant avec l'ancien ordre pour forger sa propre puissance, donnant ainsi naissance à la classe des samouraïs. De son vivant, il reçut le titre de nouvel empereur, à une époque où le pouvoir des chamans était profondément vénéré. Sa prouesse inégalée au combat ne laissait aucun doute sur le fait qu'il était favorisé par les dieux. Sa lettre à la cour impériale, dans laquelle il avoue ses fautes et cherche la rédemption, nous donne un aperçu de son point de vue et des torts qu'il avait subis. Pourtant, le traitement réservé par la cour impériale à sa tête tranchée après sa mort, ainsi que les injustices qu'il avait subies de son vivant, ont profondément troublé son esprit. Bien qu'un millénaire se soit écoulé, l'histoire de Masakado résonne encore comme un récit de rébellion, de rétribution et de divinité tourmentée. Je tiens à adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous apprécie tous énormément. Un remerciement spécial à John Sykes. J'espère que vous avez tous apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau portrait historique.